Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Oh, salut tout le monde! Bonne année 2022! Bienvenue à ce premier épisode de la nouvelle année de votre podcast d'arts martiaux mixtes dans la cage. Ben Baudouin, toujours en compagnie de Pat Côté. Comment vas-tu, mon ami? Ça va très bien, mon Ben. Bonne année à tout le monde qui nous écoute religieusement depuis. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans, 4 ans là, qu'on fait ça? Ouais, presque 4 ans à vérifier. On a l'air pas brillant comme ça, mais ouais, ça va faire 4 ans, là, je pense, en septembre prochain. Donc, 3 ans et demi, disons ça comme ça. Je t'ai mis sur la sellette, je t'ai mis en dessous de la sellette, je m'excuse. C'est correct. Mais effectivement, on a de très bons auditeurs qui nous écrivent sur nos réseaux sociaux, qui aiment ça partager leurs expériences, qui aiment ça jaser avec nous. Puis quand on ne fait pas un épisode, on se le fait dire. Vous étiez où cette semaine? Là, on n'a pas été là pendant un mois là, durant le temps des fêtes. Un repos qui a fait du bien, mais là, on est reparti en force pour 2022. Bonne année à toi aussi, en passant. On commence en force, d'ailleurs, avec un gros gala de l'UFC cette fin de semaine. On va en parler dans quelques instants. Au courant de la prochaine heure aussi, on va revenir sur la grosse performance de Charles Jourdain fin décembre à Las Vegas. Tout un combat qui lui a permis de signer un nouveau contrat avec l'UFC et d'entrevoir 2022 avec beaucoup d'optimisme aussi. On va parler de l'actualité également et des gros dossiers qu'on surveille pour vous en 2022. Mais bon, à tout seigneur, tout honneur, premier gala de l'année ce samedi, le 15, en direct de l'Apex à Las Vegas. Pat, on est gâtés, surtout pour la grande finale. Très hâte de voir ce duel entre Giga Chikadze et Calvin Kattar. Deux combattants extrêmement spectaculaires debout. Deux gars qui pourraient prétendre au titre là, très rapidement chez les 145 livres. Oui, les deux sont à la porte vraiment d'avoir une chance pour un combat éliminatoire ou un combat pour un titre. Moi, je pense que si Chikadze remporte la victoire, pourrait avoir pas un passe-droit, là, mais pourrait avoir vraiment une lignée vers le combat de championnat du monde direct. Pour Calvin Kattar, je pense que même avec une victoire face à Chikadze, il devrait peut-être affronter un autre combattant pour avoir un combat de championnat du monde. Mais tu as raison, toute une finale qu'on a sur le premier gala cette année de l'UFC. Les deux spécialistes de combat debout, deux styles complètement différents, mais deux combattants qui aiment rester debout. Avant de parler des styles de chacun, même si Kattar est mieux classé, donc 5e selon les classements officiels de l'UFC, il faut en prendre puis en laisser, mais même s'il est mieux classé, est peut-être plus loin dans ta tête d'un combat de championnat, il faut dire que Chikadze est quoi, 9 victoires de suite, là, ou 9 victoires de suite, 7-0 à l'UFC quand même. Là. Oui, puis, je veux dire, on va revenir tout le temps à la même chose. Ça reste un spectacle, ça reste toujours, il faut que tu vendes. Chikadze est un petit peu plus une grande gueule aussi. Il est capable de dire ce qu'il veut. Je pense que c'est un meilleur finisseur aussi que Calvin Kattar, qui nous a démontré dans les derniers combats aussi. Donc, ça aussi, ça paye lorsque tu veux t'approcher d'un combat de championnat du monde. Moi, j'adore beaucoup Calvin Kattar. Pour vrai, j'espère qu'il va avoir une chance au titre, même si quand s'il bat Chikadze, j'espère qu'il va avoir une chance au titre direct. Mais je pense que ce que je pense, moi, c'est que si c'est lui qui gagne, il va devoir affronter un autre combattant pour vraiment se positionner à 100%. Tandis que Chikadze, peut-être qu'il a plus laissé ses marques, comme tu disais, avec toute une séquence de victoires, mais aussi il parle, il jase, puis il lance des défis à tout le monde. Et ça, pour l'UFC, pour une organisation, c'est un peu plus payant. Parlons de chacun de ces deux combattants qui vont faire les frais de la finale de samedi. Calvin Kattar, tout d'abord. Première fois qu'on va le voir en 1 an. Donc ça aide pas un petit peu l'inactivité, mais si vous vous rappelez, là, il y a 1 an, son duel contre Max Holloway. S'il avait gagné ce combat-là contre Max Holloway, il aurait eu son combat de championnat en 2022, Calvin Kattar. Ça a été une guerre, mais ça a été une guerre où Max Holloway a dominé, en fait. Là. Je veux dire, c'était un combat où Max Holloway a été brillant du début à la fin, une clinique de boxe.
et c'est la force de Calvin Kattar. A pris 1 an pour s'en remettre, Pat. À quoi tu t'attends de la part de l'Américain? Ben, écoute, tu l'as dit, hein, il s'est fait démolir dans sa meilleure facette de son jeu. Ça, C'est ça. physiquement, ça fait mal, mais au niveau du moral, là, ça fesse. Honnêtement, là, puis je pense que c'est pour ça qu'il a pris 1 an avant de revenir. Lui, c'est ça sa force. Là. Fait que, je veux dire, il ne peut pas miser. Oui, il connaît le sol, il connaît la lutte, il n'a pas le choix rendu à ce niveau-là, mais il ne peut pas miser là-dessus pour aller chercher des grosses victoires, pour surprendre. Lui, son pain et son beurre, c'est sa boxe, son combat debout. Et là, affronter l'ancien champion du monde, Max Holloway. Et il voulait savoir s'il était proche d'un combat de championnat du monde, s'il était capable vraiment de performer puis de compétitionner face à ces gars-là qui sont dans le top 3 mondial. Et clairement, on l'a vu, il n'était pas là pantoute. Je veux dire, Max Holloway était une coche au-dessus, mais pas à peu près dans ce combat-là. C'était tout le temps un coup d'avance sur Kattar. Et Kattar, on doit dire, là, il a eu du cœur dans ce combat-là. Il est resté là. Il a continué à avancer. Mais tu l'as dit, ça a été une clinique. Je pense que ça a été un... je peux dire ça, ça a été un coup de fouet. Tu reviens les 2 pieds sur la terre là, quand tu es tellement proche de t'arriver au but. Et là, tu te dis, OK, là, je vais savoir vraiment si je suis capable d'être champion du monde. Puis, je veux dire, il est dans le top 5 mondial. Là. Puis, il se fait dominer. Il se fait complètement donner une raclée par un combattant qui est juste un rang au-dessus de lui. Tu vois, la différence, la marche là, est énorme. Là. Oui. Je comprends quand il est classé 5e malgré cette défaite. Puis je comprends ce que tu dis. Tu sais, que tu dis qu'une victoire contre Chikadze lui permet peut-être pas automatiquement d'obtenir un combat de championnat, c'est quand il est arrivé à la porte, il s'est fait déclasser. Voilà. Et il y a des gars devant lui, notamment, je pense, entre autres, à Brian Ortega, qui lui a perdu également contre le champion Volkanovski assez récemment. Mais on ne voit pas un gars comme Calvin Kattar passer par-dessus un gars comme Brian Ortega, entre autres. En tout cas, c'est ma vision de cette situation-là. Chikadze, lui, combattant également debout. Il a 9 KO quand même en 14 victoires. Lui, il est sur 3 KO consécutifs, 2 au premier round. Son KO contre Edson Barboza a vraiment fait écarquiller bien des yeux l'été dernier. Tu parles de combattant plus spectaculaire. Lui, c'est pas juste la boxe. Là. Il a plusieurs outils dans son coffre. Hein? Oui, exactement. Et lui, ce qui joue en sa faveur pour combattre le championnat du monde, c'est que Volkanovski a perdu Max Holloway comme adversaire. Là, on parle de faire face à The Korean Zombie, Chan Sung Jung, mais c'est pas signé encore. Il y a beaucoup de monde qui parle de Chikadze aussi. Fait que si Chikadze fait, et si cette semaine, on ne book pas ce combat-là face à Chan Sung Jung, si Chikadze fait une performance électrisante et il sort de là pas trop magané, il pourrait peut-être se ramasser face à Volkanovski parce que la porte est ouverte pour lui. Là. Donc, c'est une grosse occasion d'aller donner une performance étincelante, spectaculaire et vraiment montrer que Kattar n'est pas dans sa ligue et vraiment prouver qu'il mérite un combat de championnat du monde. Peut-être passer un free pass, peut-être pas un free pass, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, il y a la porte ouverte parce que Max Holloway est blessé. Donc, je pense que c'est une autre motivation pour Chikadze pour ce combat-là. Oui, c'est ça. Chikadze qui... en 7 victoires, aucune défaite à l'UFC. L'UFC 272, là, où devait avoir lieu le duel entre Volkanovski et Max Holloway, est prévu début mars, le 5. Donc, comme tu dis, il faudrait qu'il sorte de cette rencontre-là contre Calvin Kattar, pas magané. S'il pouvait en finir rapidement, encore mieux. Là, mettrait vraiment son nom dans le chapeau. Parce que les noms qui sortent là, présentement, c'est Chan Sung Jung, comme tu l'as dit. Yair Rodriguez a levé la main. Henry Cejudo aussi. Triple C qui voudrait devenir le 4C, là, 4e champion à l'UFC dans une 3e division de poids. Bref, c'est une situation qu'on va surveiller. Mais ouais, Chikadze qui fait vraiment jaser là, depuis son arrivée à l'UFC. Là, on pourrait être 8 victoires, aucune défaite en un peu plus de 2 ans seulement avec l'organisation. Donc, ce serait vraiment un très beau CV pour lui. C'est notre finale ce samedi, bien sûr, sur les ondes de RDS. En demi-finale, c'est dommage, Pat, on a perdu un des 2 combattants qui devait être du duel. Parce que ça, c'était, selon moi, un autre duel ultra intéressant. Pas 2 gros noms. Michel Pereira contre Muslim Salihoff. Salihoff a dû déclarer forfait. On dit qu'il est malade. On ne parle pas de COVID.
Peut-être que ça va se préciser au cours des prochaines heures, prochains jours, mais pour l'instant, on ne parle pas de COVID, mais peu importe, il ne sera pas là, remplacé par un nouveau venu là, qui s'appelle André Fiallo. Salihov et Pereira, c'était deux combattants qui cognaient à la porte du top 15. Salihov l'est déjà 15e, mais deux gars qui veulent prouver en 2022 qu'ils peuvent là, vraiment monter les échelons. Est-ce dangereux pour Pereira là, d'affronter un nouveau venu en Fiallo à quelques jours d'avis, un gars qu'on ne connaît pas du tout, ou presque? Ben, Fiallo, quand même, 4-0 en 2021. Il y a eu toute une année, dont une victoire de contender, dont une victoire face à James Vick, si je me souviens bien, ouais. là, dans une autre organisation, un ancien combattant de l'UFC. Donc, écoute, c'est un gars qui a de l'expérience. C'est un gars qui est sur une belle séquence. Donc, écoute, oui, c'est dangereux, mais Pereira, il a un style tellement bizarre. Il s'est calmé un peu dans son dernier combat, mais tu sais, ceux qui se souviennent, dans ses premières performances à l'UFC, il faisait des backflips dans le combat, pas juste en présentation. Il faisait toutes sortes d'affaires spectaculaires et il se brûlait. Rendu au deuxième round, troisième round, il n'y avait plus de jus pantoute. Et son dernier combat a été moins spectaculaire, comme qu'on attendait, mais plus intelligent. Il était capable d'avoir du jus pendant plus qu'un round. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut se battre. Il ne faut pas qu'il perde son aspect spectaculaire. Il va toujours l'avoir. Mais à un moment donné, c'était rendu exagéré aussi. Là. C'était pas, on ne va pas le voir le ciel du soleil non plus. Là. À un moment donné, il faut aller au combat. Mais oui, c'est deux combattants qui sont spectaculaires. Deux combattants qui peuvent finir le combat avec un seul coup de poing. Deux gros 170 livres. Hein. C'est des gros bonhommes pour cette catégorie de poids-là. Donc, ça peut être intéressant, ouais. Pereira, 3 victoires consécutives. Tu l'as dit, Fiallo, 4 victoires consécutives. Aucune à l'UFC, mais c'est un ancien de Bellator, c'est un ancien de PFL, Professional Fighters League également. A battu James Vick, comme tu l'as dit. Était à UAE Warriors, aux Émirats Arabes Unis, lors de ses derniers combats, l'organisation où combat notamment Corinne Laframboise, qu'on connaît bien ici au Québec. Et pour Pereira, juste pour vous dire à quel point il doit faire attention. Et là, il a l'expérience. Là. Dernière fois qu'il a affronté un gars à quelques jours d'avis, un gars qui faisait ses débuts à l'UFC, c'était le Canadien Tristan Connolly. Ça se passait en 2019 et c'était à Vancouver. Et Connolly avait causé la surprise, il avait battu Pereira. Connolly, c'est un 155 livres. Il n'est même pas dans cette catégorie-là, avait accepté le combat à la dernière minute. Et Pereira avait fait exactement ce que tu as mentionné, Pat, ce que tu as décrit. Avait fait des niaiseries dans le premier round, brûlé complètement pour le deuxième puis le troisième, et Connolly était sorti vainqueur. Donc, j'ose espérer qu'il a appris de sa leçon. Et c'est un gros cogneur, comme tu dis, Fiallo, donc Pereira ne peut pas vraiment le prendre à la légère. Là. Non, c'est ça. J'espère que tu fais une erreur 2 fois, tu fais une erreur 1 fois, c'est une erreur, tu fais une erreur 2 fois, c'est ton choix. Exactement. C'est ça que j'ai dit. Je pense que s'il fait la même erreur 2 fois, il sous-estime un adversaire à 2 reprises, ça va être c'est ton problème. Puis, non, je suis pas rendu où ce qui est rendu là. Ici, tu disais qu'il cogne à la porte du top 15. Il n'a pas le droit vraiment à l'erreur. Il n'a pas le droit de sous-estimer personne. C'est une approche différente, évidemment, de changer de combattant à une semaine d'avis. Mais écoute, c'est ça le sport. Hein. C'est mieux de faire ça que de ne pas se battre pantoute et de ne pas être payé. Et dans le fond, c'est de même qu'il faut voir ça. Ouais. Et le clan Pereira avait dit, là, il a fait ses marques à l'UFC. Là. Les gens le connaissent, les gens savent qu'il est un combattant spectaculaire. Maintenant, c'est les victoires parce que eux, le clan Pereira vise le titre. Là. Peut-être pas en 2022, mais il faut que dans une division où il y a beaucoup de profondeur, gravir les classements. Donc, c'est ça. Plus le temps de niaiser, comme on dit en bon québécois. Kathleen Chookagian, Pat contre Jennifer Maia, deux combattantes du top 5 chez les 125 livres. Deux filles qui étaient il n'y a pas si longtemps dans des combats de championnat. Chookagian est 2e. Maia est 4e. T'es rendu de côté, mon ami? Ouais, c'est pas grave. Donc, combat ultra important pour ces deux filles-là. Comment tu vois ça? J'ai l'impression que Maia a l'avantage au niveau de la puissance, entre autres, mais Chookagian a l'avantage au niveau technique. Donc, ça peut être un choc relativement intéressant. Hein? Est-ce que tu m'as bien entendu, Pat? Non, j'ai manqué la dernière fois. Okay. J'ai un petit bug. Je parlais du style des deux filles. Deux filles dans le top 5, deux filles qui savent qu'avec une victoire, peuvent peut-être aller chercher un autre combat de championnat. Elles l'étaient tous les deux contre Valentina Shevchenko il n'y a pas si longtemps.
Mais c'est clairement ça l'objectif des deux filles. Chookagian, avantage au niveau de la technique, de la rapidité peut-être, mais Maia plus puissante. Ça va être intéressant de voir lequel de ces deux aspects-là va prédominer. Hein? Ben, il ne faut pas oublier, Maia, c'est une des rares qui a réussi à remporter un round contre Valentina Shevchenko d'après les juges. Mais il reste que c'est un peu décourageant pour les filles. Ben, malgré que, il y a comme un espoir maintenant. On a vu Julia Peña battre Amanda Nunes. Je veux dire, là, je pense que là, tout le monde se sont comme regardés dans le miroir et dit, hey, ça pourrait être nous autres, ça pourrait être nous qui cause la surprise. Donc, je pense que ça pour la confiance des femmes, que Julia Peña ait battu Amanda Nunes, on en parlera tantôt, mais je pense que ça leur donnait peut-être une lueur d'espoir d'aller affronter Valentina Shevchenko et dire OK, ben, ça se peut, elle est faite de chair et de sang comme nous, donc ça se peut qu'elle ait une mauvaise soirée puis que nous, on en ait une bonne puis que ça tourne de notre faveur de l'autre côté. Mais bon, on s'entend que ça a été la surprise de l'année, là, puis une des plus grandes surprises de la décennie, là, Julia Peña. Mais écoute, moi, je suis tout le temps dit la même chose. Hein. T'as bien beau être 1 million contre 1 sur papier, quand elle clochonne, ben, ça peut devenir 50-50. Et c'est sûr que, écoute, il n'y en a pas une des deux qui, avec une victoire, vont refuser un combat de championnat du monde, même si c'est contre Valentina Shevchenko, même s'ils sont négligés par 1000. Je veux dire, c'est ça le sport, puis il faut aller. C'est à ça que ça sort les odds. Hein. Les odds, c'est pour ça qu'il y en a. C'est que pour aller les défier, puis faire. Exact, c'est ça. Est-ce que tu vois ça comme un combat éliminatoire quand même, 2 contre 4? Oui, écoute, oui. C'est dur à dire parce que, je veux dire, jusqu'à la 6e position, Shevchenko, ils ont tous battus. Donc, tu sais, toutes ces combattantes-là, de 2 à 6, ils peuvent toutes avoir un combat de championnat du monde avec une victoire, là, parce que tu piges dans le sac, puis n'importe quel peut se rendre là parce qu'ils ont déjà eu un combat de championnat du monde. Ça dépend toujours de la performance qu'ils vont donner dans leur dernier combat. Je veux dire, si c'est un combat plate à mourir pendant 3 rounds, mais il n'y en a pas une des deux qui va mériter un combat de championnat du monde. Ça se peut qu'elle, l'aspirante numéro 5, si elle se bat et elle donne un combat spectaculaire, ben, elle passe devant eux autres. C'est ça qui arrive dans cette catégorie-là. Ouais, j'ai pas les classements sous les yeux, là, mais un nom me vient en tête, Taria Santos, là, la Brésilienne qui a passé un combat spectaculaire à Joanne Wood là, pas longtemps avant les fêtes. Ouais. C'est une fille qui s'est fait un nom dans cette catégorie-là, une des rares dans les classements qui n'a pas affronté et perdu contre Valentina Shevchenko. Peut-être qu'elle pourrait venir brouiller les cartes, mais comme je le disais, Chookagian et Maia, eux, cette fin de semaine, ben, c'est avec une revanche contre Shevchenko qu'elles vont rentrer dans l'octogone, là, avec ça en tête qu'elles vont rentrer dans l'octogone. Et c'est également une revanche entre ces deux filles-là. Chookagian avait battu Maia par décision unanime en 2019, donc probablement que la Brésilienne voudra rectifier le tir cette fois-ci aussi. Rapidement, Pat, Brennan Royval contre Rogerio Bontorin chez les poids mouches. J'en parle parce que Royval est 5e, Bontorin est 7e, et surtout que la semaine prochaine, à l'UFC 270, il y aura, la ceinture sera en jeu là, chez les poids mouches masculins entre Brandon Moreno et Deiveson Figueiredo. Donc, une semaine avant, ces deux gars-là vont s'affronter. Si Royval peut mettre fin à sa série de 2 défaites, pour être en bonne position pour potentiellement affronter le gagnant de Moreno et Figueiredo. Hein? Oui, puis moi, ce que je retiens dans cette catégorie-là, c'est que c'est devenu une des catégories les plus fun à regarder. Pendant longtemps, on a pensé que ça allait disparaître, cette catégorie-là. Mais c'est une catégorie qui est tellement plaisante à regarder. Les gars sont complets, sont rapides, mais sont puissants à cette heure aussi. Ils sont bons au sol. Ils terminent les combats. Donc, c'est ça qui est bien. Et écoute, maintenant, ce qu'on voit chez les 125 livres, le monde ne sont plus. Je veux dire, ils snobent plus cette catégorie-là. On regarde ça, puis on regarde les noms. C'est tous des noms maintenant qu'on connaît. Avant, là, on connaissait Demetrius Johnson, puis ceux après, on était là. OK, on les connaît pas tant que ça, mais à cette heure, Royval, on le connaît. Bontorin, c'est un nom qui nous sonne. C'est le nom qui nous sonne quelque chose à l'oreille. On les a déjà entendus, on en parle de plus en plus. Ça, c'est bien pour cette catégorie-là. Oui, effectivement. Et on peut s'attendre à un combat qui pourra se dérouler au sol, quoique quand on a 2 spécialistes du sol qui s'affrontent, des fois on peut avoir des surprises, là, mais Royval a 8 soumissions. En fait, 11 de ses 12 victoires avant la limite, 8 par soumission. Et du côté de Bontorin, c'est 11 soumissions en 17 victoires. Donc, vraiment 2 spécialistes du jeu au sol.
intéressant de voir si on voudra, si ce sera la tangente que prendra le combat. Là. Est-ce qu'on va vouloir vraiment s'imposer dans notre style? Hein? Ben, je veux dire, en cas de doute, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui va s'en aller dans son instinct, dans ses meilleures qualités athlétiques, mais tu as raison. Des fois, lorsque les deux combattent, tu sais, les styles, des fois, ça se marie pas bien. On sait pas, tu sais, des fois, c'est deux styles que tu te dis, OK, ça va revoler, ça va être la fun, mais les deux styles, on a de la misère à se lire, on a de la misère à jouer ensemble. Mais si ça va au sol, c'est sûr qu'on va avoir quelque chose de spectaculaire. Parce que les deux sont, c'est pas des lay and pray, c'est pas des gars qui attendent de passer, qui achètent du temps au sol. C'est des gars qui sont agressifs, puis c'est des gars qui vont travailler pour la soumission, pour la finition, en ground and pound, qui vont être actifs. C'est ça qui est intéressant maintenant au sol. Ce sont les combats principaux qu'on va vous présenter cette fin de semaine. La carte dans son intégralité sur les ondes de RDS2 samedi soir. J'y serai à la description, en compagnie bien sûr de Pat qui sera à l'analyse. Donc on vous donne rendez-vous cette fin de semaine, ce samedi, sur les ondes de RDS2. Charles Jourdain, Pat. Quelle performance il a donnée contre Andrew Ewell le 18 décembre dernier. Il n'a pas réussi à en finir, mais il a dominé d'un bout à l'autre. Il a été spectaculaire. Est devenu un générateur de mimes à lui seul. On a revu les images passées en boucle de mimes et de gifs là, de Charles qui donne un coup de pied frontal et qui rit comme un damné au 3e round. La face en sang, c'était spectaculaire. Bref, tout dans ce combat-là était excitant. Et les circonstances aussi dans lesquelles Charles est allé donner cette performance-là, c'est peut-être ça qui est le plus impressionnant. Hein? Mm-hmm. Ben, c'est sûr, il s'était mis énormément de pression sur les épaules. On rappelle la situation, c'est son dernier combat sur son contrat, donc il jouait le tout pour le tout. Avec une victoire ou une défaite, il devenait agent libre. Donc c'est sûr qu'avec une défaite, ça a été plus difficile de négocier par la suite. Et, je ne dis pas qu'il serait parti de l'UFC, mais je veux dire, son emploi n'était pas vraiment c'était pas safe, comme on dit. Mais avec une grosse performance comme ça, une grosse victoire, l'UFC aime beaucoup Charles Jourdain. L'UFC, avec des performances comme ça, on va l'aimer encore plus. Je veux dire, il est allé battre un gars qui était à sa portée également. Il fallait qu'il passe à travers de cette façon-là. Il nous a démontré qu'il avait une excellente condition physique. C'est là-dessus beaucoup qu'il a battu Andy Ewell. Des coupés dans les jambes efficaces, qui a ralenti le mouvement de Ewell aussi. J'ai trouvé qu'il a été moins slow starter dans ce combat-là aussi. Je trouve qu'il est rentré dans le combat beaucoup plus rapide que dans ses derniers combats. Dans le milieu du premier round, je sentais qu'il était déjà là. Donc, souvent, ça il prend un round, puis après ça, il commence, puis deuxième, troisième sort fort. Là, j'ai trouvé qu'il était déjà directement là dans le premier round. Ça a fait une grosse différence. Ewell n'a pas été capable de suivre le rythme au 3e round. Ewell, je pense qu'il a donné 4 coups. Là. Il était complètement brûlé, puis Charles était encore en pleine possession de ses moyens, en bonne condition physique. Donc, je pense une grosse victoire. Encore une fois, en décembre, il s'est battu quelques fois, je pense, en décembre. Charles, il y a du succès en décembre. Donc, j'ai bien hâte de voir contre qui on va le mettre. C'est sûr qu'il a lancé un défi à Cub Swanson. Je regarde présentement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est aucunement manque de respect envers Charles, mais Swanson, je pense qu'il passe du pied par-dessus la tête, ce challenge-là, malgré qu'ils ont eu une espèce d'altercation, mais ils ont eu un face-à-face en arrière. Et Charles a dit on s'était regardé longtemps. C'est sûr que Swanson, il sait que Charles dit son nom depuis pas des années, mais depuis 1 an ou 2 peut-être. Il mentionne son nom. Donc, c'est venu aux oreilles de Swanson, c'est sûr, il n'est pas dupe. Là, c'est un vétéran. On a vu Swanson s'est battu ce soir, cette carte-là aussi ce soir-là. Il a fait toute une performance, là, honnêtement. Donc, si tu me demandes, est-ce que je pense que Charles est prêt pour Swanson? La réponse, c'est je suis comme ambigu un peu là-dessus de ce que j'ai vu de Cole Swanson. Swanson dit qu'il veut descendre de catégorie de poids aussi. Il ne sait pas s'il va rester chez les 145. Il va peut-être descendre à 135. Mais si ce combat-là arrive, je vais être vraiment le premier à vouloir regarder ce combat-là. Pour vrai, je pense que ça pourrait être un combat vraiment spectaculaire. On va voir ce qui va arriver. Mais pour l'instant, on sait que Charles a signé un nouveau contrat de 4 combats avec l'UFC. Pas des contrats garantis, je le répète. Mais il reste qu'il avait l'air d'être très content de cette nouvelle-là. Il a parlé qu'il avait été un bon boni au niveau monétaire, évidemment, avec négocié avec une victoire, avec une performance spectaculaire de la sorte, qui, à mon avis, méritait la performance de la soirée. Malheureusement, il n'y a pas eu de boni monétaire pour Charles ce soir-là.
est-ce que l'UFC était amer et ait refusé de négocier avant son dernier combat? Je ne sais pas. Peut-être que c'est ça aussi qui joue dans la balance. Je ne sais pas. Parce que moi, je pense qu'il méritait vraiment un bonus de performance ce soir-là. Mais l'important, c'est que, regarde, il a signé avec l'UFC. C'est toujours un combattant de l'UFC. Et comme tu le dis, cette victoire-là lui donne beaucoup de confiance. Un détail, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, c'est Uriah Faber, je pense, qui aurait mentionné ou qui a mentionné qu'il était intéressé potentiellement à revenir à l'UFC pour un combat contre Cobb Swanson, donc un autre vétéran là, qui est à la retraite depuis un certain temps, qui mentionne le nom de Cobb Swanson. Donc Charles n'est pas le seul à viser Swanson. Mais ma question pour toi, Pat, c'est je sais que tu n'étais pas tout à fait d'accord avec la stratégie là, de Charles. Il nous l'a de se battre sur le dernier contrat, de ne pas renégocier son contrat avant son dernier combat, là, de vraiment laisser son combat arriver à échéance. C'est pas un coup de dé, là, dans le sens, c'est pas un pile ou face, là, dans le sens qu'on contrôle aussi nos performances. Charles, clairement, est en confiance avant d'arriver dans l'octogone. Est-ce que tu penses que ça a pu jouer sur justement la façon dont il a approché le combat? C'est-à-dire, est-ce que parfois ça peut prendre ça, là, de dire j'ai pas droit à l'erreur, là. J'ai plus zéro marge de manœuvre et ça te permet de performer? Absolument. Puis, tu sais, je suis le premier à reconnaître, à rire de moi, puis à reconnaître mes torts, puis à dire, écoute, j'ai eu tort dans cette situation-là, puis je suis pas gêné de le dire. Est-ce que moi, j'aurais pris cette décision-là? La réponse est non. Est-ce que j'ai eu tort de penser que c'était une mauvaise décision? Ben, on voit l'histoire maintenant. Ben, la réponse, c'est oui. J'ai eu tort. Il a donné une performance extraordinaire, puis je ne savais pas comment il allait réagir sous la pression. C'est beaucoup de pression qui s'était mise sur les épaules. Mais Charles, on voit qu'il joue très bien avec la pression, que la pression, il se nourrit de ça, puis il a donné une des meilleures performances de sa carrière. Je veux dire, oui, il a battu Korean Zombie, pas Korean Zombie, mais Doo Ho Choi. Oui, il l'a battu, mais c'était pas une performance comme ça. Il l'a battu parce qu'il a pincé une bonne shot. Une performance comme ça, moi, je trouve que c'est beaucoup plus révélateur qu'une victoire face à Doo Ho Choi. À cause justement de ce qu'il a démontré dans ce combat-là, à cause de l'ampleur du combat. Donc oui, chapeau à Charles, chapeau à leur audace de faire ce choix-là. Puis regarde, c'est tant mieux pour lui, puis je suis content pour lui. Puis regarde, ça s'est tourné en sa faveur, puis j'ai bien hâte de le voir performer encore. Oui, tout à fait. Grosse année 2021 pour Charles Jourdain. Gracieuseté de nos amis chez MMA Numbers. Si vous ne les connaissez pas, c'est une page Twitter, en fait. Ils ont un podcast aussi, mais ils nous sortent beaucoup de statistiques. Charles Jourdain, en 2021, 5e dans l'organisation pour le nombre de coups significatifs qui ont touché la cible avec 328. Dans toute l'organisation, là, pas juste chez les poids plumes, là. Tous les combattants, toutes les catégories confondues à l'UFC. Donc, 5e au total pour les coups significatifs, 6e pour les coups au corps avec 76 et 7e pour les coups dans les jambes avec 64. Il s'est battu 3 fois, Charles, et au niveau statistique, dans certaines statistiques, est parmi les meneurs de l'UFC en 2021. Donc, chapeau pour cette grosse année. 2 victoires et 1 défaite à l'UFC. Maintenant, les attentes pour 2022, je pense qu'elles sont relativement élevées dans le sens où, est-ce que tu penses que Charles est prêt? Je pense qu'il a 26 ou 26 ans cette année, ou il va avoir 26 ans. Est-ce qu'il est prêt à vraiment passer à l'étape suivante, là, c'est-à-dire coller des victoires, mettre de plus en plus de gros noms à sa fiche pour essayer de percer les classements? Là? Est-ce que c'est ça à quoi tu t'attends pour Charles en 2022? Ben, d'essayer de dire, il a dit, regarde, moi, j'étais arrivé à l'UFC, puis on mettait tout le temps ça sur la faute que j'étais un jeune homme, puis j'avais beaucoup de choses à apprendre. Il dit, là, maintenant, je suis rendu un homme. Là. Il dit, là, c'est le temps pour moi de mettre mon pied à terre et de montrer que je fais partie de l'élite mondiale. Et je reprends ses dires, c'est ça qu'il a dit. Je pense que je partage un peu son opinion aussi. Je veux dire, là, avec une performance comme ça, je pense pas que ça va l'amener qu'il fasse un combattant qui est dans le top 15 mondial, parce qu'Andy Howell, il était sur 2 défaites aussi de suite. Si je ne me trompe pas, ou une défaite, mais en tout cas, il n'avait pas gagné son dernier combat, mais c'est pas un super gros nom. La performance était extraordinaire. Mais est-ce que c'est un nom qui va le faire amener à un combat face à un top 15 mondial? Je pense pas. Mais s'il continue à faire une autre performance de la sorte, il faut qu'il ait terminé son prochain adversaire. Il faut qu'il me fasse un statement. Là, il a fait un statement de performance. Là, il faut qu'il fasse un statement de finition. Il faut qu'il le fasse.
Mais c'est avec ça, c'est avec des finitions qu'on va être capable d'avancer plus rapidement dans les classements puis d'aller chercher des gros combats, d'aller chercher, oui, tu peux donner des performances extraordinaires en 3 rounds, mais ça dépend contre qui. Puis, tu sais, contre Eddie Howell, il a fait la job, il a fait exactement ce qu'il fallait qu'il fasse. L'ampleur du combat, c'était très important. Mais, je dis, tu fais un combat spectaculaire contre Andy Howell, good, tant mieux pour toi, mais tu fais un combat spectaculaire, 3 rounds, puis tu gagnes contre Carl Swanson, ben, c'est complètement 2 poids, 2 mesures. Ça, c'est pas le même impact, là. Donc, je pense que malgré, puis je sais, il y en a qui vont dire que je suis dur avec Charles, mais c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de talent, puis je sais qu'il est capable d'en faire beaucoup. Il aurait dû finir Yoel. Même si je sais qu'il l'a essayé, mais s'il avait fini Yoel, encore une fois, je pense qu'il aurait avancé encore plus. Là, il a besoin de finition. Il a besoin de finition dans ses prochains combats s'il veut vraiment arriver à percer le top 15. Là. Je vais quand même donner le crédit à Yoel parce que, surtout au 3e round, là, il a encaissé énormément de coups. Charles lui a tout donné, mais tout. Et ça en est fallu peu avant qu'il le termine. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis j'en reviens un peu à Chikadze là, par rapport à ça. C'est que c'est un peu la même histoire à ses débuts à l'UFC. Oui, il a 7 victoires de suite, mais il finissait pas beaucoup ses adversaires à son arrivée dans la grande organisation. Et là, à ses 3 derniers combats, ce sont des finitions au premier round. Ce qui lui a permis. Il y a eu 2 finitions au premier round de suite, ce qui lui a permis finalement d'aller chercher un gars du top 15 en Edson Barboza, qu'il a réussi à terminer au 3e round cette fois-ci. Donc, 3 knockouts de suite a permis à Chikadze d'être dans le top 10. C'est vrai que ça fait une différence, les victoires avant la limite à l'UFC. Mais bon, tout ça pour dire, Charles, félicitations et très hâte de voir la suite également pour 2022. Marc-André Barriault aussi est sur une belle séquence à l'UFC. J'espère qu'on va revoir Eman Zahabi plus souvent en 2022 qu'on l'a vu au cours des dernières années. Et sans oublier Yohan Lennes aussi qui va faire ses débuts. Donc, pour les Québécois, honnêtement, là, 2022, ça sent bon là, pour les Marc-André Barriault va se battre au mois de février, si je ne me trompe pas, face à Njokuani. Et pour Yohan Lennes, on parle de fin mars, début avril pour son premier combat officiel dans l'UFC. Bon, mais à suivre donc les Québécois à l'UFC. On sera sûrement en mesure de leur parler à tous un chacun au cours des prochaines semaines. J'ai demandé à Charles s'il était disponible aujourd'hui. Il m'a dit « Je vais être au gym, mon Ben, je peux pas. » Donc, je peux pas rien dire contre ça. Le gars s'en va s'entraîner. Le gars vient de gagner après un petit break du temps des fêtes et déjà de retour au gym. Donc, j'ai dit « Pas de problème, on se reprendra, mon Charles. » Mais c'est la meilleure des raisons pour refuser une entrevue à Dans la cage. Je m'en vais au gym. OK, rapido. L'actualité, on en a parlé très brièvement. Les combattants potentiels, tu préférerais qui pour remplacer Max Holloway contre Alexander Volkanovski pour le titre des poids plumes? Chan Sung Jung, le Korean Zombie, Yair Rodriguez qui vient d'une difficile défaite contre Max Holloway, faut-il le rappeler, Henry Cejudo ou le gagnant de Kattar contre Chikadze? Si tu avais à mettre 5$ maintenant. Ben, je pense en plus que Volkanovski a dit qu'il voulait affronter le Korean Zombie, je pense que ça s'enligne pas mal là-dessus. Mais on va attendre. On va attendre voir ce qui va se passer en fin de semaine avec Chikadze. On va attendre. Si Chikadze démolit Kattar, il y a des bons arguments. Il y a des bons arguments pour aller se battre contre Volkanovski. Mais bon, là, présentement, si tu me demandes qui je parle, c'est Chan Sung Jung, de Korean Zombie. À suivre, donc, c'est prévu pour le mois de mars, l'UFC 272, ce combat de championnat. Poirier contre Diaz, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais Dustin Poirier aurait accepté d'affronter Nate Diaz début 2022. On attendrait la confirmation de Diaz pour ça. Je pense qu'on en a déjà parlé, ou en tout cas, je connais ton opinion par rapport à Nate Diaz, là, mais clairement, c'est un vendeur. Puis pour Poirier, ben, je veux dire, il a tenté sa chance au titre. Il est arrivé à court. À moins qu'on lui offre McGregor, je pense que Diaz, c'est peut-être le gars le plus payant pour lui là, et le plus prenable aussi, là, on s'entend. Ben, c'est ça qui arrive, parce que là, Poirier a échoué à 2 reprises. Il est comme dans un cul-de-sac. Là, fait que là, ce qu'il lui reste à faire, soit changer de catégorie de poids, comme il l'a mentionné, peut-être qu'il aimerait ça c'est 170, ou aller chercher des combats payants. Fait que face à Nick Diaz, qui lui a mentionné que les deux avaient dit oui, sauf que
Diaz n'est pas capable de s'entendre contractuellement avec l'UFC. Il voulait avoir une extension ou une renégociation de son contrat, puis on disait que ça marchait pas. Puis c'est sûr qu'il remet tout le temps la faute sur l'UFC. Diaz, c'est tout le temps la même affaire. Ben écoute, c'est sûr que c'est un combat entre deux gros noms, moi, je vais dire deux légendes. Là, je veux dire, les légendes, c'est pas juste des combats des champions du monde. C'est du monde qui font bouger les foules. C'est du monde qui sont prêts, que le monde sont prêts à payer pour. Et je pense que ce combat-là, tu mets ça dans n'importe quelle finale de pay-per-view, même si c'est pas un combat de championnat du monde, ça va se vendre comme un combat de championnat du monde Poirier contre Nick Diaz. Effectivement. Est-ce que ce sera en finale? Est-ce que ce sera en demi-finale? À suivre. Est-ce que ça aura lieu, tout court? Ouais. Dossier qu'on va suivre au cours des prochaines semaines. Mais c'est ça, comme tu dis, la situation dans laquelle se trouve Poirier n'est pas évidente. Il est encore aspirant numéro 1, si ça se trouve, ou en tout cas, clairement dans le top 3 là, des 155 livres, malgré les défaites contre Oliveira. Mais on ne peut pas lui redonner un combat tout de suite de championnat. Non. Est-ce qu'il va affronter un autre tueur de la catégorie, un Chandler? Je veux dire, c'est ça. Il est dans une situation particulière, donc pourquoi pas faire un peu de sous en attendant sa prochaine chance au titre. Ouais. Parlant de sous, Charles Oliveira, lui, qui a donné sa préférence pour son prochain adversaire, il a nommé le nom de Conor McGregor. Si tu t'appelles Justin Gaethje, t'es pas content d'entendre ça, hein? Lui, ça fait longtemps que t'es pas content si t'es Justin Gaethje. Honnêtement, là, il s'est fait... Ouais. Si ça arrive, ça va faire 2 fois de suite. Pas de suite, mais ça va faire 2 fois qu'il se fait bypasser. Je pense que Gaethje a mérité son combat de championnat du monde. On a vu la guerre qu'il a faite avec Michael Chandler. Logiquement, c'est lui qui devrait avoir ce combat-là. Charles Oliveira n'est pas fou non plus. Est-ce qu'on va oser faire ça à n'importe quel autre combattant qui est dans le top 3 mondial, top 4, 5 chez les 155 livres, de faire bypasser encore Conor McGregor par-dessus tout le monde? Est-ce qu'on va oser faire ça de la part de l'UFC? Je ne sais pas. McGregor, lui, c'est sûr que lui, il dit « OK, c'est quand la date, je ne vais pas contre Oliveira. » Lui, il praise pour ça, c'est sûr et certain. Mm-hmm. Et écoute, ça va peut-être marcher. Je veux dire, money talk, puis c'est ça. Puis, ça revient à ça. De l'autre côté, je pense que, honnêtement, qu'Oliveira, c'est moins dangereux de se battre contre McGregor que contre Justin Gaethje. Honnêtement. 100%. Fait que, tu sais, tu veux pas te battre contre Gaethje. Tu veux juste pas. Tu sais que ça va être dur, tu sais que ça sera pas le fun, tu sais que ça va faire mal, puis ça sera pas technique. Fait que je pense que ça va être. Je dis pas ça va être plus facile, mais je pense que c'est moins dangereux pour Oliveira d'aller affronter McGregor qui est déjà un genou à terre, okay? Avec ses dernières performances, puis sa crédibilité qui a perdu un peu, que Justin Gaethje qui est sur toute une lancée, qui a la confiance grosse comme la terre. T'sais. Je n'ai rien à ajouter. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Mais, ceci étant dit, je serais vraiment pas surpris, un peu comme tu l'as dit, que ce soit ce qu'on décide de faire avec l'UFC. Pourquoi? Un McGregor-Oliveira dans le premier tiers ou dans le premier... c'est ça, d'ici le printemps là, pour le retour de Conor dans l'organisation. À suivre donc. OK, Pat, en 5 minutes, je veux qu'on prenne le temps de parler des dossiers à suivre. Qu'est-ce qui va retenir notre attention à nous deux pour 2022? Je vais commencer, si tu le permets. Le dossier John Jones, pour moi, va être intéressant à suivre en 2022. On ne l'a pratiquement pas vu en 2021. On sait qu'il veut faire le saut chez les poids lourds, mais là, avec tout ce qui se passe au niveau judiciaire, dans son cas, tout ce qui se passe à l'extérieur de l'octogone, est-ce qu'il va avoir une autre chance à l'UFC? C'est un peu nébuleux, là, son statut présentement. On sait que Francis Ngannou se bat la semaine prochaine contre Cyril Gane aussi. Donc, est-ce que Francis Ngannou restera champion? Est-ce qu'on aura un nouveau champion? Est-ce qu'on va faire... Clairement, on veut faire Ngannou contre Jones. Ça fait longtemps qu'on en parle. Mais bref, selon moi, la situation chez les lourds, particulièrement celle de John Jones, va être intéressante. Je ne sais pas c'est quoi ton feeling. J'ai l'impression que Jones va se battre au moins une fois en 2022, mais je veux dire, c'est difficile à prédire hein, dans les circonstances actuelles. Moi, je suis plus capable. Je suis plus capable d'entendre parler de ce gars-là. Honnêtement, c'est vrai que c'est difficile de prédire parce qu'il fait tout le temps de niaiseries. Je veux dire, il fait tout le temps quelque chose. Il n'est pas à l'abri que la veille de son combat, il se fasse arrêter. C'est un innocent, c'est un tata. Je suis plus capable d'entendre parler. C'est comme le virus. C'est comme. Moi, c'est le COVID puis John Jones, c'est deux affaires, je suis plus capable d'entendre parler. Honnêtement, là, plus capable.
Et là, il a changé, il s'est fait sacrer dehors de son équipe. Là, il est rendu avec Henry Cejudo, peut-être partir des nouvelles bases, mais il s'en sauve tout le temps, de toute façon. Toutes les fois qu'il y a des affaires judiciaires, il s'en sauve tout le temps. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas dire, OK, ça, c'est une fausse accusation. À un moment donné, au prorata, il y a quelque chose qui est vrai là-dedans. À un moment donné, là, tu sais, puis on parle pas de petites affaires, là. On parle de voies de fait, on parle de plein d'affaires judiciaires. Conduite avec faculté affaiblie, aussi, consommation de drogue, consommation de produits dopants. Qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas, là, honnêtement, ça me passe petit pied par-dessus la tête. Parce que j'ai plus d'intérêt. J'ai plus d'intérêt au retour de John Jones. Honnêtement, là, ça m'excite zéro. Pas à tout. OK. Ben, tu vois, c'est ça. Le personnage également me fait titiller un peu. Là. Assurément, on peut pas être fan de ce gars-là là, avec tout ce qu'il a fait. En tant que qualité de combattant, ça demeure un des plus grands de l'histoire avec ce qu'il a fait. S'il pouvait devenir champion des lourds, ça ferait... Au niveau sportif, ça serait intéressant, mais probablement que tu as raison, là, maintenant que tu l'as bien expliqué. Le niveau personnel prend le dessus sur le niveau sportif dans le dossier John Jones, puis il faut arrêter à un moment donné de lui donner autant d'attention et autant de crédit. Est-ce que tu as un dossier particulier que tu veux surveiller, toi? Pardon? Est-ce que tu as un dossier en particulier que tu vas surveiller en 2022? Ben, regarde, la revanche avec Julian Pena et Amanda Nunes, voir ce qui va arriver. On n'en a pas parlé, mais je pense que c'est sorti aujourd'hui ou hier. Corinne Laframboise qui va se battre pour le titre à UEA Warrior le 18 mars, si je ne me trompe pas, mais je pense que c'est en mars. Donc oui, avoir un combat de championnat du monde là-bas. Un combat important qui pourrait peut-être lui ouvrir les portes d'une plus grande organisation, soit Bellator, l'UFC. Honnêtement, ça va être intéressant de voir ça. Évidemment, je vais parler de ma paroisse. Yohan Lainez, c'est ses débuts à l'UFC. Donc, on parle de 26 mars ou 9 avril. Donc, c'est les dates qu'il a regardées et qu'on pense qu'on serait prêt. Puis, je pense qu'on va peut-être voir éclore encore plus Sean O'Malley en 2022. Je pense que c'est le combattant vraiment à surveiller, là, voir ce qui va arriver avec lui. Il parle beaucoup, il est flamboyant, mais surtout, il livre la performance, il livre la marchandise. Donc, ça va être à surveiller aussi. Entièrement d'accord avec toi. Puis, je vais finir avec Kayla Harrison. Tu as mentionné Amanda Nunes, là, qui n'est plus championne des 135 livres. Il y aura probablement une revanche contre Juliana Pena. Mais elle est encore championne des 145 livres. Nunes, est-ce que Kayla Harrison va signer avec l'UFC? Elle est présentement agent libre. Est-ce qu'elle va retourner avec Professional Fighters League? Elle est double championne dans cette organisation-là. C'est peut-être là... Vas-y. Ça a tellement perdu... Ça a tellement perdu de lustre, ce combat-là. Je veux dire, Amanda Nunes vient de perdre. C'est ça. Même si ça va défendre son titre à 145 livres, le but, c'était... Il y a Kayla Harrison qui s'en va battre the GOAT, the greatest of all time. Puis là, Kayla Harrison qui n'a jamais perdu, qui a été double championne olympique en judo. Il n'y a plus cette espèce de magie-là autour de ce combat-là. On a perdu l'intérêt. En tout cas, moi, j'ai perdu un peu l'intérêt. On va comme, OK, tu sais, à moins que Nunes va aller chercher son titre à 135, mais il y a quelque chose qui est brisé dans cette séquence-là. Ouais. Ben, tu sais, je suis d'accord, mais c'est surtout où va se battre Kayla Harrison, en fait, aussi, qui demeure une question intéressante à laquelle on n'a toujours pas de réponse à ce jour. Donc, et puis si elle s'en va à l'UFC, finalement, est-ce qu'elle va être en mesure de répéter ses exploits à PFL? Parce que là, on s'entend que peut-être que le niveau d'opposition va être supérieur à l'UFC. Même chez Bellator, la division il y a une division de 155 livres. Non, il n'y en a pas, mais il y a une division de 145 livres qui est probablement plus relevée chez Bellator qu'elle l'est chez l'UFC. Avec Chris Cyborg. Donc, Cyborg qui l'attend au Bellator. C'est bon. Donc, le dossier Kayla Harrison, pour moi, demeure intéressant. Donc, à suivre en 2022, plein d'histoires intéressantes. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler au cours des prochaines semaines. On vous remercie de nous suivre assidûment depuis plusieurs semaines et de continuer à le faire au cours de la prochaine année. Pat, merci énormément. On se voit samedi. Oui, monsieur. Je te souhaite une bonne fin de semaine. À vous également à la maison. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes sur lesquelles vous téléchargez vos podcasts. Vous pouvez vous abonner également pour les recevoir à chaque semaine. On se dit à bientôt pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao tout le monde.